Bonjour, chronique essai aujourd'hui, essai sur le cinéma japonais et essai en anglais pour le coup, avec A Dream of Resistance, The Cinema of Kobayashi Masaki de Stephen Prince. Donc c'est paru au Rutgers University Press en 2017-2018 et ça fait dans les 330 pages environ. Mes connaissances en matière de cinéma japonais sont encore bien trop lacunaires, mais parmi les quelques réalisateurs que j'ai pu aborder ces dernières années, Kobayashi Masaki occupe une place particulière. J'ai été bluffé tout d'abord par Harakiri et Kwaidan, puis par le monumental La condition de l'homme. Et sans les mettre au même niveau, Rébellion et Rivière Noire m'ont beaucoup plu également. C'est un cinéaste dans lequel je me reconnais totalement et qui éveille en moi quelques souvenirs, par exemple du temps où je découvrais vraiment le cinéma de Stanley Kubrick, ou plus tard celui d'Alfred Hitchcock. Kobayashi Masaki, pour les films cités et quelques autres, a en son temps reçu bien des récompenses au Japon ou à l'étranger, mais j'ai l'impression pourtant d'un réalisateur un peu dénigré de nos jours. On lui reproche éventuellement sa stylisation poussée, ses angles insolites que l'on dit vieillis, ce genre de choses. Je suis totalement hermétique à ce discours. La suprême beauté d'un Kwaidan me fascine et me captive. Je ne peux tout simplement pas dès lors bouder mon plaisir esthétique au nom de quelques réserves un brin puritaines, je crois que cela pourrait être le mot, à l'encontre de ce qui est brillant. Quoi qu'il en soit, dans les quelques livres consacrés au cinéma japonais que j'ai pu lire, la place accordée à Kobayashi Masaki est relativement limitée, si même il y en a une. Et chaque mention s'accompagne de réserves, ou presque. Le réalisateur est donc situé loin derrière ses plus illustres confrères et en tête l'inévitable trio Kurosawa, Mizoguchi, Ozu. Et les études qui lui sont malgré tout consacrées sont finalement bien rares. À vrai dire, le présent ouvrage de Stephen Prince est une première en langue anglaise et il vient tout juste de paraître. Ce qui est peut-être l'occasion de dissiper quelques malentendus ou peut-être plus exactement d'éclairer sous un jour un tantinet différent certaines lectures éventuellement trop hâtives, car il y a des biais. Ainsi, en Occident, Kobayashi Masaki est avant tout connu pour trois films successifs datant des années 60, Harakiri, Kwaidan et un bon cran en dessous, Rébellion. Comme ce sont trois films d'époque, trois Jidaigeki, on a pu avoir l'impression d'un réalisateur très inscrit dans ce registre. Rien de plus faux pourtant, car sur les 21 titres que compte la filmographie de Kobayashi, ce qui n'est pas forcément énorme, on verra pourquoi, en considérant par ailleurs que La condition de l'homme ne compte que pour un film et non trois, sur ces 21 titres donc, 4 seulement sont des Jidaigeki. Il était bien davantage un cinéaste du contemporain, c'est peu dire. Par ailleurs, il faut se poser la question de la portée politique de ces films. Elle ne fait guère de doute et est essentiellement pacifiste ou antimilitariste, résultat direct de la triste expérience du réalisateur mobilisé en Mandchourie pendant la guerre, expérience éclairée par un précieux journal intime. Il faut y ajouter, après la capitulation du Japon, quelque temps passé comme prisonnier de guerre à Okinawa. Cependant, si ces dimensions sont essentielles, sans étiquetage politique au-delà de la question du pacifisme et de l'anti-autoritarisme, cela dit, Stephen Prince entend montrer que les films de Kobayashi Masaki ont peut-être d'abord une dimension spirituelle, qui emprunterait tant au bouddhisme qu'au christianisme, au moins pour la symbolique, ceci sans que le cinéaste ne soit à proprement parler religieux. Cette dimension spirituelle est par ailleurs concrétisée sur le plan matériel par une passion de l'art sous toutes ses formes. On insiste en effet sur le très fort lien développé par Kobayashi Masaki, tandis qu'il était étudiant à Waseda, avant la conscription, avec son véritable mentor, Aizu Yaichi, historien de l'art et poète, qui lui a donné notamment le goût de la statuaire bouddhique de Nara, à laquelle Kobayashi avait consacré une thèse, disparue dans les bombardements du Japon. Au fil de sa carrière, Kobayashi rendra plusieurs fois hommage à son mentor de manière plus ou moins allusive, et le dernier film qui lui est attribué, même s'il ne l'a pas techniquement réalisé, est un documentaire à sa gloire. Si Kobayashi avait commencé à travailler pour le cinéma avant d'être appelé sur le front, c'était déjà un brin tardivement du fait de ses études. La guerre puis la détention font qu'il doit attendre plusieurs années pour s'y remettre. Il débute donc véritablement à un âge relativement avancé, là où des gens de sa génération sont déjà des réalisateurs installés, comme par exemple Kinoshita Keisuke, dont il devient l'assistant et qui est alors très populaire. Cependant, Kobayashi suit le cursus classique et après avoir acquis les connaissances nécessaires en tant qu'assistant, il passe au rang de réalisateur. Ses premiers films ont de quoi surprendre au regard de l'image ultérieure du cinéaste, car il s'agit de films familiaux, mélodrames sinon comédies légères, bien dans le style de son studio, la Shochiku. Pourtant, Stephen Prince montre que ça et là apparaissent déjà des traits plus personnels, et notamment donc au regard des questions spirituelles, avec régulièrement une symbolique chrétienne qu'il paraît difficile de contester.
Cependant, Kobayashi a d'autres ambitions et une certaine colère à exprimer, héritée de son expérience contrainte et traumatique dans l'armée. Parmi ses premiers films, La pièce aux murs épais tranche sur le registre familial de la Shochiku. C'est un film plus rude, consacré aux Japonais accusés de crimes de guerre et détenus par les Américains dans l'attente de leur procès ou de leur exécution. Même si le film n'est tourné qu'après la fin de l'occupation, le sujet demeure très sensible, et la sortie du film est retardée par le studio. D'autres métrages, même moins problématiques à court terme, font le bilan du militarisme comme de l'après-guerre au prisme de la misère, de l'hypocrisie et de la corruption généralisée. Par exemple Rivière Noire, film qui inaugure la longue et fructueuse collaboration entre Kobayashi Masaki et son acteur fétiche, le grand Nakadai Tatsuya. Ce sont des films sévères et rudes, impitoyables même, et ils dessinent la direction empruntée par le réalisateur. Une nouvelle étape est franchie avec La Condition de l'Homme, projet pharaonique, un film de 9h30, découpé cependant pour son exploitation en 3 métrages d'un peu plus de 3 heures chacun. Stephen Prince consacre un très long chapitre à ce seul monument, l'adaptation d'un roman fleuve de Gomikawa Junpei, basé sur son expérience en Mandchourie durant la guerre, expérience dans laquelle Kobayashi Masaki ne pouvait que se reconnaître en tout point. Pour lui, ce film hors norme a constitué une forme de catharsis et il s'est totalement identifié au personnage de Kaji, mais peut-être d'abord en raison de son impuissance. Chose que son interprète Nakadai Tatsuya avait très bien compris, qui a joué le jeu, incarnant finalement aussi bien le réalisateur que le personnage central du roman. L'ensemble épique rencontre le succès, ce qui n'avait rien d'évident, d'autant que le cinéma japonais jusqu'alors éprouvait encore certaines difficultés à traiter des horreurs dont avait pu se montrer responsable l'armée impériale. Mais sans doute était-ce enfin la bonne période pour cela. Le film est contemporain, par exemple, de Feu dans la plaine d'Ichikawa-kon. Mais l'évolution de Kobayashi Masaki se poursuit au-delà. Il entend toujours réaliser des films critiques, mais se tourne vers le Jidaigeki qu'il entend d'une certaine manière subvertir, au regard de ses traits féodaux, et en même temps imprégné de ses passions artistiques. Son goût pour la stylisation s'affiche plus que jamais dans ses films des années 60 et bénéficie d'une nouvelle association cruciale dans sa carrière de réalisateur, avec cette fois le compositeur Takemitsu Toru, dont les bandes originales dénuées de mélodie et tenant davantage d'une forme d'illustration sonore, prenant cependant soin de ne jamais être redondantes avec ce qui se passe à l'écran, belle musique savante occidentale et instrumentation japonaise classique, l'usage du biwa notamment, éventuellement transfigurée par l'électronique à la façon de la musique concrète, exemple marquant dans Kwaidan. Stephen Prince consacre à bon droit de précieux paragraphes à cette association très fructueuse et qui, comme celle avec Nakadai Tatsuya, se poursuivra, toujours changeante, toujours pertinente, jusqu'à la mort du réalisateur. Mais le Jidaigeki, donc, avec tout d'abord Harakiri, ce très sévère réquisitoire contre les hypocrisies du Bushido. Souvent considéré comme le chef-d'œuvre de Kobayashi Masaki, ce film lui permet aussi de commencer à s'exporter. Suivra donc Kwaidan, probablement de ses films celui où la stylisation est la plus poussée. Notons au passage qu'il s'agit du premier film de Kobayashi Masaki en couleur, et quelle couleur! Constituant un ensemble sciemment irréaliste ou présentationnel, dans lequel les histoires de fantômes rapportées par Lefka Hearn, qui fut le professeur d'Aizu Yaichi, tout se tient, deviennent l'occasion d'une célébration de tous les arts japonais. Le film fascine par sa beauté, en Occident tout particulièrement, mais s'avère très coûteux pour le réalisateur, dans tous les sens du terme, car il n'a jamais été suffisamment financé, et en cette époque où la crise du cinéma japonais devient toujours plus palpable, les grands studios ne font plus confiance à Kobayashi Masaki pour gérer un budget. Qu'importe s'il reçoit de bons retours critiques au Japon comme à l'international, il ne rapporte pas assez. La carrière de Kobayashi Masaki en est irrémédiablement affectée. Il devient un cinéaste indépendant, au sens où il erre de projet en projet, travaillant ici pour telle compagnie, là pour telle autre. Il lui faut souvent attendre plusieurs années entre chaque film et amorcer un repli sur la télévision, comme un certain nombre de ses collègues. Les difficultés de financement le rapprochent à vrai dire d'un Kurosawa Akira, les deux réalisateurs s'associant même brièvement avec Ichikawa Kon et Kinoshita Keisuke dans le club des 4 cavaliers, Yonki no Kai, supposé permettre le financement de leurs divers projets. Mais le fiasco de Dodescaden met prématurément fin à l'entreprise et Kurosawa à terme ne pourra plus réaliser de films qu'à l'aide de financements étrangers. Rébellion, ainsi, qui fait partie pourtant des films de Kobayashi Masaki les plus connus en Occident, est pour lui un calvaire. Même si le fond du scénario, dû à Hashimoto Shinobu, le scénariste de Harakiri, entre autres, il a par exemple beaucoup travaillé pour Kurosawa Akira, on lui doit des films aussi fondamentaux que La Shogun ou Les Sept Samouraïs. Ce scénario donc semble convenir à ses envies d'un cinéma stylisé en même temps que critique, sur un mode nettement atténué cela dit. Kobayashi a cependant maille à partir avec le producteur du film qui est aussi sa star, Mifune Toshiro, lequel entend bien exercer un contrôle absolu sur le film et sur son image. Le réalisateur regrette sa liberté passée.
Le film rencontre pourtant le succès critique et commercial au Japon et à l'étranger, mais cela ne suffira pas pour relancer une carrière en difficulté. Outre que le réalisateur n'en revient pas de ce que ce film, largement de commande donc, rencontre plus d'écho et soit même jugé meilleur que des films dans lesquels il s'était bien davantage investi, dont Harakiri. La suite de la carrière de Kobayashi Masaki est donc plus discrète et davantage de temps s'écoule entre chaque film. Cela ne l'empêche pas, semble-t-il, de réaliser d'autres métrages de valeur, et Stephen Prince vante notamment le très long Kaseki d'après un roman d'Inoue Yasushi. Cependant, le dernier grand film de Kobayashi Masaki, très long là encore, et là encore lié à la télévision, est probablement son documentaire consacré au procès de Tokyo, qui lui offre l'occasion de revenir sur son engagement pacifiste et anti-autoritaire, éveillant des souvenirs notamment de la pièce aux murs épais et de la condition de l'homme, 25 à 30 ans plus tard. La carrière de Kobayashi Masaki s'achèvera sur un autre documentaire, même si donc il ne l'a pas techniquement réalisé. Un ultime hommage à son mentor Aizo Yaichi et à la statuaire bouddhique de Nara qu'il aimait tant. À en croire Stephen Prince, l'existence même du film doit beaucoup aux efforts de Kobayashi Masaki, des amis de Kobayashi Masaki, notamment Nakadai Tatsuya, pour lui permettre avant la fin d'exprimer toute sa reconnaissance envers son vieux maître, qu'il n'avait cependant jamais revu après la guerre, ce qu'il a beaucoup regretté par la suite avec un fort sentiment de culpabilité. Ceci dans une dernière synthèse de ses passions artistiques et spirituelles. Un beau cadeau. L'analyse de Stephen Prince est très riche, et ce n'est pas le moindre atout de cette étude que de se pencher avec beaucoup d'attention sur le début et la fin de la carrière de Kobayashi Masaki, autant de films largement inconnus en dehors du Japon pour l'essentiel. Il est intéressant notamment de voir comment dans les films du début de sa carrière, moulés dans un style shochiku et encore marqué de l'influence du mentor cinématographique, icône de ce registre, qu'était Kinoshita Keisuke, Kobayashi Masaki parvient cependant à traiter de thèmes ou à user d'une symbolique, notamment spirituelle, qui ne sont pas autant en porte-à-faux avec le reste de sa carrière qu'on pourrait le croire. La carrière du réalisateur après Rébellion bénéficie globalement d'une même attention, même si j'ai l'impression cette fois que l'auteur a tout de même mis en avant certains films, essentiellement Kaseki et Le procès de Tokyo, en opposition à d'autres réalisations pas nécessairement inintéressantes, mais tout de même davantage mineures. Quoi qu'il en soit, Stephen Prince consacre beaucoup de temps aux films qui en valent le plus la peine. Son analyse est très précise, mais par miracle, elle parvient le plus souvent à éviter l'écueil de la paraphrase, même en étudiant des séquences peu ou prou image par image. Ce qui est tout à fait intéressant, mais aussi parfois un peu frustrant, quand ces commentaires se font pour le lecteur un peu dans le vide, faute d'avoir vu les films. Cela donne en même temps envie de les dénicher pour en juger par soi-même. À titre personnel, je n'ai vu dans l'ordre chronologique que les films suivants, tous disponibles en DVD en France: Rivière Noire, La Condition de l'Homme, Harakiri, Kwaidan et Rébellion. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres de disponibles en DVD. Le bilan est assurément très positif et l'ouvrage de Stephen Prince vaut le détour. Il intéressera sans peine quiconque a aimé des films de Kobayashi Masaki et souhaiterait en savoir davantage. Ceci étant, il a peut-être certaines limites, très discutables cela dit. Notamment je trouve, mais peut-être est-ce un problème de concentration de ma part, que le texte anglais a pu aggraver. Je trouve donc que l'analyse des figures de style les plus techniques, tenant par exemple au positionnement de la caméra, à ses rotations, au travelling, etc., est parfois un peu confuse. Des procédés clés sont identifiés, la caméra souvent placée en hauteur qui effectue une plongée pouvant éventuellement donner une impression de deux dimensions, les angles obliques, les mouvements de pivot introduisant ces angles obliques, etc. Les figures de style sont bien identifiées à cet égard, mais leur sens, leur objet, est souvent guère assuré, j'ai l'impression, voire contradictoire d'un film à l'autre, outre que certaines explications me paraissent un peu faibles. La caméra en hauteur parce que Kobayashi Masaki a passé son enfance dans une région montagneuse, bon, peut-être, hein, mais bon. Il y a enfin une question centrale dans le livre car elle constitue d'une certaine manière son armature, l'insistance sur la dimension spirituelle des films de Kobayashi Masaki. Là, ce sont toujours mes préjugés qui parlent. Peut-être aussi parce que cette dimension m'avait souvent, voire toujours échappé jusqu'à présent. Je n'ai pu m'empêcher de me demander si Stephen Prince n'était pas un peu grenouille de bénitier à mettre ainsi en avant ce thème, au-delà disons de la relation marquée avec l'art japonais, éventuellement très ancien. Le rapport à Aizo Yaichi est très pertinemment disséqué et, disons-le, très émouvant, même à la limite du romanesque à vrai dire, et pourtant cela sonne juste. Mais dans l'ensemble, je dois sans doute donner raison à l'auteur à cet égard, y compris pour ces films que j'avais vus et adorés, sans forcément percevoir cette dimension, au-delà éventuellement d'une certaine symbolique qui pouvait effectivement emprunter au christianisme. Son étude est argumentée avec nombre d'exemples qui tombent sous le sens au point de devenir incontestables, que leur inspiration soit bouddhique, chrétienne, au moins au plan de la symbolique, ou les deux tout à la fois, dans une forme de syncrétisme certes pas étrangère à la pensée japonaise. Au-delà, l'étude est sourcée, et notamment à travers le renvoi à des déclarations de Kobayashi Masaki lui-même, dont une très longue interview de fin de carrière par une revue de Hokkaido,
un document essentiel de cette analyse, avec le journal intime du réalisateur quand il était soldat en Mandchourie. Le réalisateur explique sans ambiguïté par exemple la dimension spirituelle et qu'il juge positive du calvaire de Kaji à la fin de la condition de l'homme. Et je dois avouer que je ne l'avais certainement pas vu sous cet angle. En fait, de ce que j'avais vu et avec les biais mentionnés plus haut, qui sont ceux de la plupart des spectateurs occidentaux, pour de pures et navrantes raisons de distribution et d'exploitation commerciale, j'avais tendance à repérer avant tout et à mettre en avant la dimension politique des films de Kobayashi Masaki. Pas un réalisateur nécessairement engagé, avec des guillemets à proprement parler, plutôt pas d'ailleurs, mais un auteur dont le discours est essentiellement critique, sur un mode généralement très rude, qui noue le ventre. Cela fait indéniablement partie du réalisateur, en tout cas pour ses films les plus célèbres, mais aussi quelques autres. Mais Stephen Prince associe donc à cet aspect des préoccupations d'ordre spirituel, même si, là encore, Kobayashi Masaki n'est probablement pas plus religieux qu'il n'était engagé au sens le plus strict. Et à mesure que l'on avance dans le livre, l'image est de plus en plus celle d'un iceberg, avec la critique politique et sociale en guise de partie émergée. C'est étonnant, ou cela m'a étonné en tout cas, mais au sortir de ce livre, eh bien, c'est sans doute assez juste. Il me faudra revoir ces films en prenant cet aspect en considération, comme une sorte de mise à l'épreuve expérimentale. Et si possible, voir aussi les autres films, ceux qui s'annoncent plus compliqués. Mais cela m'intéresse vraiment, car Kobayashi Masaki, quelle que soit la dimension à mettre en avant dans son cinéma, est un réalisateur qui m'intéresse énormément, le responsable d'immenses chefs-d'œuvre du 7e art au-delà du seul cinéma japonais.